Voilà, on se trouve à l'Institut Pascal en France avec Dominique Barthes. Donc d'abord, qui êtes-vous? Alors, je suis un professeur des universités, comme on dit en France, en informatique. Je dirige un laboratoire de recherche qui s'appelle Données et algorithmes pour une ville intelligente et durable, donc il y a un laboratoire d'informatique. Et aussi une fédération de recherche du CNRS qui met en commun des informaticiens et des gens des sciences humaines et sociales sur différents problèmes, dont le problème des mobilités urbaines en particulier. Donc justement, en regard de votre discipline, là, qu'est-ce qu'une ville inclusive en lien avec la mobilité, les personnes, comment on la définit? Alors, le paradigme que je mettrais au-dessus, mais qui va se dériver sur ce sujet-là, c'est une ville apprenante. C'est la notion de ville plastique. C'est-à-dire une ville qui est en capacité de s'adapter aux usages, aux particularités des individus. Et finalement, ce n'est pas aux individus de s'adapter à ce que la ville propose, mais l'idée de la ville intelligente, donc apprenante, donc inclusive, c'est d'être en capacité d'apprendre des usagers et des usages et d'être en capacité de s'adapter à chaque cas, si on rêve un petit peu, pour que la ville devienne justement accessible, agréable à vivre, répondant à toutes les demandes pour tous les individus, quels que soient leurs moyens physiques, leur origine, leur culture. Et donc la ville inclusive, c'est cela, par exemple, dans le domaine du numérique, parce qu'on pense souvent à l'inclusivité vis-à-vis des personnes qui ont des difficultés physiques, je dirais. Mais aujourd'hui, une ville inclusive se doit aussi de pouvoir apporter des solutions à des gens qui n'ont pas, par exemple, de smartphone ou qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir utiliser au mieux des applications numériques. Et on sait que ça crée des fractures, on l'a vu pendant le confinement. Et donc là, la ville n'est pas adaptée, elle n'est pas inclusive d'un point de vue numérique. Donc c'est vraiment cette capacité d'apprendre et de s'adapter dynamiquement qui fait une ville inclusive. Puis, quel exemple à quel exemple on pourrait penser si on veut illustrer cette Par exemple, alors, c'est l'exemple qui a situation? été le plus vu et le plus problématique, c'est quand on a demandé pendant le confinement aux enfants de se connecter pour avoir du téléenseignement. Eh bien, il y a des familles dans lesquelles les enfants ont chacun une chambre, il y a une bonne couverture Wi-Fi, il y a des ordinateurs en suffisance à l'intérieur de la maison, et puis les enfants et les parents savent comment utiliser les systèmes numériques. Et puis on a des logements dans lesquels il y a peu de pièces pour beaucoup d'enfants, il y a un seul ordinateur portable pour tous, les parents ne savent pas très bien comment l'utiliser, ne peuvent pas venir derrière pour accompagner les devoirs par exemple, et donc on a casser l'égalité devant l'éducation, qui est une des vertus de l'école. Donc c'est un exemple là à travers le numérique, pas à travers l'accès, dans lequel on avait finalement une ville de l'enseignement qui, pendant le confinement, a été absolument pas inclusive, mais plutôt une ville de fracture. Donc c'est un exemple, mais un autre exemple aussi qui était justement quand les transports étaient plus difficiles. Eh bien, on sait qu'il y a, c'est une mesure notamment qui est utilisée dans certaines villes pour voir la qualité de vie, qui est la distance au commerce le plus proche, la distance par rapport à un logement, au commerce le plus proche qui qui vend des fruits et légumes frais. Ah oui. Et donc, plus finalement on est dans des quartiers qui sont socialement en difficulté, plus cette distance est importante. Et on a coupé l'accès aux fruits et légumes frais à un certain type de population quand, à un moment donné, on a confiné, ce qui venait simplement amplifier un phénomène qui existait. Donc là, la vie n'est pas inclusive, parce qu'en fonction de sa condition sociale, de ses moyens, on peut se nourrir correctement ou pas. Donc la ville inclusive, en effet, c'est par rapport à la mobilité, on va le dériver, mais la ville inclusive, c'est tous ces aspects-là, finalement, qui doivent être regardés et de faire en sorte de comment rétablir, en quelque sorte, un accès assez équitable à des ressources ou à des informations ou à des moyens que l'on pense devoir être partagés par tous, quelles que soient les conditions, que ce soit aussi dans l'espace, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où on vit, mais dans le temps aussi. Donc, ce serait quoi le concept, d'une façon plus théorique, mais le plus fertile pour faire avancer les réflexions, puis aller dans une, je dirais, bonne direction, là, mais pour qu'on évolue bien? Alors,
C'est la notion de ville plastique notamment. C'est-à-dire qu'on est parti d'une idée qui est l'idée de villes actuelles qui sont des lieux spécialisés. C'est-à-dire qu'il y a les endroits où on travaille, il y a des endroits dans lesquels on va acheter certains types de produits, d'autres endroits où on vit, etc., qui se séparent de plus en plus et la mobilité devient un enjeu parce que c'est de la mobilité subie, c'est-à-dire notamment il faut se rendre dans ces différents endroits pour les activités. Alors on peut avoir pensé d'abord à dire il faut rendre cette mobilité de plus en plus facile. On pourrait se dire que finalement la ville dynamique c'est une ville où ces activités bougent. La notion de tiers-lieu de travail par exemple, d'avoir des lieux qui sont consacrés pendant la journée à travailler pas trop loin de l'endroit où vivent les gens, quand c'est possible, parce que ce n'est pas possible pour toutes les activités, et qui le soir deviennent des endroits dans lesquels on peut avoir des commerces de proximité, des restaurants, etc., et qui le lendemain matin redeviennent des lieux de travail. J'ai même un exemple qui avait été proposé, je ne sais pas si le projet a été réalisé dans certaines villes d'Europe, d'avoir des endroits qui sont des parkings à certains moments et qui se transforment en commerce ou autre dans d'autres moments, etc. C'est-à-dire que finalement, c'est l'activité qui bouge et le lieu qui se transforme et beaucoup moins les individus qui ont besoin de bouger de cette façon-là. D'aller plus loin ou de varier leur déplacement. C'est comme les applications numériques, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir, c'est moi ce que j'appelle le modèle magnétoscope pour les plus vieux d'entre nous, ils se souviendront, on a des modèles un petit peu d'utilisation de systèmes numériques où je ne comprends pas très bien les options, etc. Mais en fonction de mon profil, on me propose un usage qui ne nécessite pas finalement que j'intervienne beaucoup et donc qui va être accessible. Mais si je le souhaite, je peux avoir aussi des modèles plus professionnels ou plus experts dans lesquels je peux spécifier un certain nombre de choses. On voit des applications numériques qui se déploient notamment en matière de mobilité où il faut pratiquement être un ingénieur pour en donner toutes les informations bien calibrées, etc. Donc c'est inaccessible pour beaucoup de gens. Ces modes dégradés, comme on les appelle, sont nécessaires pour dire que même si je n'ai pas la culture ou la connaissance suffisante pour le numérique, je peux quand même accéder à un service. Et j'en suis pas exclu. Donc c'est toutes ces notions de plasticité qui sont vraiment au cœur. Et le fait de pouvoir les identifier et les avoir dynamiquement, la Smart City, c'est finalement ça. D'accord. Puis, d'un point de vue disciplinaire ou interdisciplinaire ou multidisciplinaire, comment, quelles des disciplines on combine pour que ça donne des solutions plus riches? Est-ce que vous avez un exemple comme ça? Vous avez travaillé sur un projet ou une recherche où ça a vraiment apporté des... Alors, il y a des projets notamment en cours dans lesquels les choses sont de ce type-là, notamment dans le cadre de la mobilité. Un des projets que l'on a, c'est de savoir comment on peut organiser le temps et l'espace au niveau du travail, donc organiser les emplois du temps des gens entre eux. Parce que le problème de la mobilité, c'est que les gens veulent se rendre par les mêmes moyens au même endroit pour les mêmes raisons, donc, et au même moment. C'est ça qui crée les difficultés. Donc ça veut dire qu'il faut déjà partager des informations, des individus doivent partager des informations, mais également des entreprises potentiellement doivent partager, des acteurs publics au sein d'une même plateforme numérique pour organiser le temps. Pour faire ça, il faut la confiance. La confiance numérique, c'est pas simplement le fait de dire on a tel mécanisme que nous on appellerait les blockchains et ça suffit. La confiance, c'est, comme le disent les politistes et les sociologues avec lesquels on travaille, c'est un phénomène. Et c'est un phénomène qui, s'il se perd, si la confiance se détruit, on l'a vu avec les virus et les vaccins, on ne la récupère pas. Donc en fait, les processus, qui sont des processus sociologiques, juridiques, psychologiques aussi, pour, dès la construction d'une plateforme numérique, installer ces phénomènes de confiance, sont nécessaires et il faut avoir des gens qui sont spécialistes de ces domaines-là. Donc, par exemple, à l'université Paris-Saclay, on a créé entre informaticiens, juristes et sociologues ce qu'on appelle un objet transverse, justement, dans lequel on attaque ces questions de confiance numérique avec les différentes disciplines, ce qui permet aussi d'étudier d'un point de vue scientifique la notion de confiance et de pouvoir aussi donner un process pour établir cette confiance-là. Deuxième exemple, si on commence à vouloir parler d'optimisation de mobilité, eh bien, ce que nous, les numériciens, on aime bien, c'est du quantitatif. On compte, on mesure, on parle, mais le qualitatif, il est très compliqué à prendre en compte.
c'est-à-dire le ressenti par rapport à la mobilité, Oui. les contraintes de vie qui font qu'elles ne s'expriment pas forcément avec des valeurs binaires ou des notions de ce genre-là. Il faut d'abord être capable de les travailler, de les comprendre et de voir ensuite comment on peut les intégrer dans un système numérique et ressortir aussi des nouvelles informations. Donc ça nécessite de travailler avec des sciences humaines et sociales et avec des numériciens notamment. Donc c'est ces deux exemples-là qui sont en place aujourd'hui et qui sont nécessaires. Mais et c'est le but du programme là, cette fois-ci. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on parle de parler le même langage. Et ça déjà, quand c'est obtenu, quand on se comprend, on a fait plus de la moitié du chemin. Oui. Puis ce serait quoi les meilleures stratégies pour préparer, disons, les étudiants à communiquer de façon efficace et en même temps sensible Alors, pour la recherche, je pense qu'il y a 3 points, parce que c'est des questions. Le premier, qui est le plus compliqué finalement, on en parlait, mais c'est Steve Jobs, qu'on peut aimer ou pas, mais quand on lui avait demandé comment il avait eu l'idée du premier smartphone finalement, et de la manière dont il était réalisé, il avait dit, je viens d'une université dans laquelle, à la cafétéria à midi, on est avec des gens qui ont fait de l'art, des gens qui font de la psychologie, de la littérature, des sciences, mathématiques, etc., et que ça enrichit énormément. Donc je pense que déjà, ça se travaille par le lieu. Il faut que les étudiants soient ensemble. Physiquement. Or, on a une tendance, nous, à faire des logiques de silos et à voir la fac de ceci, la fac de cela, le campus de ceci, etc. Et les étudiants ne se croisent pas entre eux. Donc je pense que ça rend les choses très difficiles. Oui. Ensuite, ça nécessite aussi que les enseignants-chercheurs qui vont être au contact de ces étudiants aient une approche interdisciplinaire. Déjà. C'est-à-dire que de demander à un informaticien d'aller, par exemple, intervenir dans un master de sociologie sans avoir aucune idée de ce que font les sociologues, de ce qu'est un master de sociologie, ça ne fonctionne pas. Donc il faut déjà que l'interdisciplinarité au niveau des enseignants, donc des chercheurs, elle ait été mise en place pour qu'il puisse y avoir vis-à-vis des étudiants. Alors moi, je ne pense pas à une bidisciplinarité, c'est toujours difficile. Je pense à la notion que nous on a de majeur-mineur, c'est-à-dire qu'un informaticien va rester un informaticien, mais s'il a pu avoir des cours, par exemple, de sociologie faits par des sociologues qui savent ce qu'est un petit peu l'informatique, c'est un plus. Donc on reste quand même d'une certaine façon spécialisé sur un domaine, mais connaissant ou sachant sur un autre domaine. Donc, dans l'organisation de la formation académique déjà, mais puis par la suite, comment ça peut se prolonger? Parce que ça se passe dans le milieu académique, on le comprend, mais pour que ça se prolonge dans la vie professionnelle, parce qu'après, quand on trouve des solutions, si on a déjà cette pensée-là, comment ça peut se prolonger? Alors, je pense que justement, je crois beaucoup à la vertu de l'immersion, c'est-à-dire de gens, de ce que nous faisons ici, de gens qui viennent de disciplines différentes, mais qui sont sur un même sujet, et qui vont, entre guillemets, s'enfermer pendant une semaine et commencer simplement à présenter, en essayant d'être le plus vulgarisateur possible, ce qu'ils font, etc., discuter autour de la machine à café, s'interroger, avoir des discussions, etc. C'est comme ça que les choses peuvent naître. Le fait d'avoir quelqu'un qui arrive et qui dit « on va se prendre une demi-journée, je vais vous exposer mon problème, vous allez voir que c'est interdisciplinaire », ça ne fonctionne pas. Ça demande ce temps-là. Donc je pense que vraiment, comme on disait pour les étudiants sur les lieux où les gens se croisent, il faut que les gens des disciplines acceptent de dire c'est intéressant, je vais aller m'enfermer pendant 15 jours dans un bâtiment avec des gens d'autres disciplines, on va discuter. Au point de vue chercheur, je parle, ou au point de vue aussi industriel, on ne va pas forcément, au bout de 15 jours, sortir le produit merveilleux ou faire l'article de recherche extraordinaire, mais on va commencer à nourrir le fait qu'on va commencer à se comprendre et à voir ce qu'on peut faire ensemble, même si après c'est de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que c'est des gens qui se comprennent et qui chacun dans leur chemin vont faire quelque chose qui contribue à la même chose. Si après ça devient de l'interdisciplinarité, des gens qui travaillent ensemble, c'est encore mieux. Mais ça va venir de ce genre de choses, je pense. Donc, offrir du temps et un espace. Du temps, un espace, un objectif ou un cadre, et puis laisser les gens finalement échanger, se croiser, etc. C'est un phénomène un peu d'osmose. C'est exactement ça. Prendre des gens qui font exactement la même chose et les enfermer pendant une semaine, je ne suis pas convaincu que ce soit forcément très utile. D'accord. Oh, bien. Merci beaucoup. C'est très gentil. Puis,
Ben, pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant, justement, de cette approche où on a du temps Oui, et de pouvoir être même discret, puis d'écouter sans nécessairement être impliqué, d'observer. Donc ça j'ai trouvé justement oui. que cette fois-ci, surtout, ça avait été beaucoup de curiosité. C'est-à-dire tout le monde venait écouter ce que chacun voulait présenter, même si a priori c'était en dehors de son champ de compétences. Son champ de compétences. Ouais. Et c'est vrai qu'on a dû, par exemple, casser un peu pour certains doctorants ici, le fait de dire, mais pourquoi je viendrai telle journée? Ils vont pas parler de choses qui sont par rapport à mon sujet de thèse. Justement. Oui. Justement. C'est une opportunité. C'est plus enrichissant que de voir finalement ce que la concurrence peut faire en espérant qu'on va se dire, ouf, je fais mieux. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, en effet. Bon. Alors, merci beaucoup. Puis à la prochaine, merci. j'espère. Oui, on va essayer d'en refaire un dans 2-3 ans. Parfait.